Bonjour à toutes et à tous. Merci Aurélie de me donner la possibilité de présenter Neoline. Donc Neoline, c'est un projet de création d'une nouvelle ligne transatlantique avec des navires à propulsion principale à voile, vélique. Donc Neoline ambitionne d'être un armateur pionnier vraiment centré autour de la valeur de transition énergétique. Pour nous, c'est ce qui est fondamentalement manquant aujourd'hui dans les acteurs du monde maritime et en tout cas pour ce qui concerne le transport maritime et donc qui pour nous justifie un nouvel opérateur de service qui soit vraiment autour de cela. Donc on est une société française créée en septembre 2015. On a été récemment rejoint par notre premier actionnaire institutionnel de grande taille qui est le groupe Sogestran, que je présenterai peut-être un peu plus en détail un peu plus tard si j'ai le temps. Donc Neoline est dirigé par Michel Perry et Jean Zanutini. Donc moi-même, nous avons un comité de direction qu'on réunit mensuellement avec différents acteurs du monde maritime et un peu au-delà, et une équipe opérationnelle. Donc nous sommes 5 personnes en permanence à travailler sur ce projet depuis quelques années. Alors notre vision, c'est d'amener un service de transport qui soit industriel, donc de taille importante, qui soit ouvert à tous. Qui dit industriel dit forcément une notion de compétitivité, dit qu'on doit s'inscrire dans une certaine valeur de marché. Et zéro émission, alors c'est plutôt vers le zéro émission. C'est notre objectif d'atteindre le zéro émission. C'est une démarche qui se fait par plusieurs étapes, avec une première étape donc qui sont les navires qu'on va construire bientôt, les Neoliner 136 mètres, qui vont permettre déjà de réduire de 80 à 90% la consommation sur la route qu'on a prévue. Et puis par la suite, on s'attachera à atteindre, si possible, le zéro émission et aussi à aller sur des tailles plus grandes, puisqu'il y a des effets de massification importants pour réduire les coûts. Et donc là, on a déjà une première esquisse de projet de 210 mètres de long. Alors le contexte, je dirais qu'il y a le pré-Covid et puis il y a le post-Covid, hein. Alors pré-Covid, forcément, on avait beaucoup d'éléments très très positifs, c'est-à-dire des contraintes réglementaires et sociétales qui deviennent de plus en plus fortes, une attention du public sur les activités maritimes qui sont très positives pour pousser les choses, des nouvelles normes qui rendent impossible pour les armateurs de continuer à travailler de la façon qu'ils avaient l'habitude de faire jusque-là. Donc ça oblige tout le monde à se poser des questions, c'est très très positif. En même temps, des vraies incertitudes sur les coûts de transport parce qu'ils sont très liés au prix des carburants qui avaient tendance à monter. Et puis il y a des effets de massification aussi que des projets comme les nôtres questionnent. Donc aujourd'hui, le transport maritime est organisé autour de gigantesques hubs, mais peu de hubs et peu de lignes avec des capacités de transport énormes, ce qui génère beaucoup d'impact aussi sur les pré- et post-acheminement, mais ce qui aussi rallonge les temps de transit pour des destinations secondaires. Donc nous, on vient proposer un peu un contre-modèle en faisant plutôt du point-to-point entre des ports un peu plus secondaires. Alors, ce qui est intéressant de se poser comme question, et puis là je vais seulement effleurer évidemment le sujet, c'est quel va être l'impact sur ce contexte de la crise qu'on traverse. Évidemment, c'est un point majeur, hein, puisque je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a un avant et un après. Donc, ce que je voudrais proposer comme piste, parce que ce sont des pistes de réflexion évidemment, c'est que l'impact, il sera très probablement majeur, qui va se ressentir sur l'ensemble des composantes. La question, elle n'est pas simple. Il faut surtout faire attention à notre sens, d'éviter les raisonnements basiques, trop basiques. Il y a des impacts immédiats, des impacts à plus long terme. Il y a des effets paradoxaux. S'il y a des baisses de volume de transport, comment ça va impacter sur le maritime, bah, ça peut en fait impacter sur des améliorations sur certains aspects, comme par exemple les taux de fret qui peuvent avoir tendance à augmenter lorsque le volume de fret diminue, ce qui peut être tout à fait contre-intuitif. La question qu'on peut se poser, qui pour moi reste en questionnement, c'est est-ce qu'on va vers une reconfiguration fondamentale du shipping comme il y a pu y avoir par le passé avec les crises passées. C'est des questions qu'on peut se poser. Et évidemment, on ne peut pas y répondre aujourd'hui, mais c'est des questions qu'il faut se poser et essayer d'envisager. En tout cas, je voulais juste poser des questions à ce stade. On pourra bien sûr en reparler lors de la partie un peu plus interactive si vous avez des questions, qu'on veut ouvrir une discussion là-dessus.
Alors, ce qui est intéressant de discuter un petit peu aussi, c'est le contexte technologique, parce que vous avez sans doute remarqué qu'il y a plusieurs projets qui portent des solutions éoliennes, qui utilisent le vent. Ces projets, d'ailleurs, pour la plupart, sont rassemblés au sein d'une association internationale qui s'appelle IWSA, International Windship Association, qui a d'ailleurs une antenne française qui s'appelle Windship. Et ce qui m'importe, moi, c'est de vous montrer que ces projets, en fait, ils sont généralement complémentaires. Ils sont souvent basés sur des technologies qui sont différentes. Donc nous, par exemple, Neoline, nous sommes basés sur des technologies de voile souple qui ont l'avantage d'être matures, d'être disponibles, d'être maîtrisées, qui sont par contre des technologies qui sont plutôt utiles quand on va chercher à faire de la propulsion principale à voile, parce qu'il faut aller lentement. Il faut en fait un mode d'opération qui soit adapté à ça. Faut jouer sur l'ensemble des paramètres, donc on se dirige assez logiquement vers une conception globale et dans ce sens-là, et donc sur une propulsion principale. Il y a également des technologies comme les ailes qui sont encore un peu en développement, qui se développent. On a vu avec VPLP par exemple sur l'Energy Observer, euh, qui se développent bien, qui sont très intéressantes, qui peuvent jouer un rôle dans les deux sens. Et puis il y a des technologies qui sont beaucoup plus du côté de l'assistance, donc comme les kites. On a deux grands projets en France, R6 et Beyond the Sea, qui développent ces éléments-là. Les profils épais aspirés, autrement appelés turbo-voiles, qu'on a pu connaître, qui sont également développés en France. Les rotors Flettner, qui sont plus développés en Scandinavie, en Allemagne. Donc ce sont des technologies qui, elles, sont beaucoup plus adaptées pour des propulsions auxiliaires, puisque elles ne vont généralement nécessiter soit de l'énergie pour fonctionner, être souvent un peu moins intéressantes quand on essaie de remonter au vent, et on peut souvent pas en installer trop sur les bateaux. Par contre, l'intérêt de ces technologies, c'est qu'elles impactent assez peu les designs des bateaux. Et donc, on peut imaginer rétrofiter la flotte. Et donc ça, c'est des enjeux, pour le coup, aussi écologiques et environnementaux forts, parce que si on peut rétrofiter une partie importante de la flotte, alors on a un impact massif d'ensemble, là où des projets comme les nôtres sont forcément plus sectoriels, plus de niche. Et donc, même si on a un meilleur impact sur la niche qu'on vise, on ne peut pas s'adresser à tous les sujets, en tout cas pas aujourd'hui. Ensuite, il y a d'autres technologies, on va dire, de décarbonation, pour certaines, en tout cas, de réduction d'impact environnemental. Donc, c'est important d'avoir à l'esprit que le solaire, c'est une technologie qui est extrêmement intéressante, mais par contre, qui ne permet qu'une densité d'énergie assez faible, donc elle ne peut fonctionner, n'amener qu'une très faible part. Et là, je suis gentil dans l'ordre de fourchette que je propose, mais qu'une très faible part de l'énergie nécessaire à bord d'un navire. L'hydrogène, on en parle énormément. C'est important de dire que l'hydrogène peut effectivement permettre de décarboner à 100% la propulsion d'un navire, mais seulement pour des liaisons courtes, puisque si on est sur du long cours, on ne peut pas stocker assez d'hydrogène à bord pour réellement propulser entièrement le navire. Donc là, ça devient une énergie d'appoint. Le GNL, c'est important, ça fonctionne. C'est une technologie qui s'est développée, qui n'est pas neuve d'ailleurs, qui a une vraie réduction d'impact, notamment sur les pollutions atmosphériques, tout ce qui est soufre, NOx et particules. Par contre, sur le CO2, il y a, on va dire, globalement pas d'impact, parfois même des impacts négatifs, selon la façon dont le GNL est géré, à la fois en amont et à bord, puisque le GNL est un gaz le méthane est un gaz qui génère énormément d'effets de serre. Alors j'essaie très rapidement de vous brosser ce tableau-là, on pourra bien sûr y revenir au besoin. Alors notre solution, eh bien c'est une solution un petit peu globale, puisque c'est une solution qui propose à la fois d'utiliser le vent comme système de propulsion principal, mais un vent du 21e siècle, c'est-à-dire adossé à un routage météorologique, hein, donc qui permet d'aller chercher le vent. Au départ du navire, on va chercher le vent. L'expertise de l'équipage, très très important pour faire les bons arbitrages, pour trouver justement savoir quand est-ce qu'on a le temps d'aller chercher le vent, quand est-ce qu'il faut pas traîner parce qu'on a un meilleur espoir d'avoir du vent plus tard. Une vitesse commerciale que nous appelons aussi responsable, hein. Donc là vous voyez une comparaison sur notre secteur de marché, on est plutôt sur des vitesses de l'ordre de 15 nœuds. Nous on va aller à 11 nœuds en fait, ce qui divise par deux le besoin d'énergie. Donc, alors technologiquement, c'est très simple à faire. Par contre, commercialement, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il faut une ligne qui soit adaptée à des vitesses plus faibles.
Et puis il y a 10 à 20% d'énergie qui sont mécaniques, qui sont incompressibles, qui seront à apporter dans les premiers navires pour nous par des moteurs diesel avec un peu de batterie. Mais par la suite, et c'est ça notre direction vers les zéro émissions, on cherchera à décarboner avec du solaire et de l'hydrogène cette part auxiliaire de besoin d'énergie. Alors notre navire, le Neoliner, le premier qui sortira, sera un navire roulier, donc adapté pour les fret hors gabarit. Donc roulier, c'est un peu comme sur un ferry, c'est-à-dire on a la porte à l'arrière du navire, on la pose sur le quai et on peut charger en roulant. Et donc on a la particularité, c'est qu'on peut charger des frettes qui vont quasiment jusqu'à 10 mètres de hauteur. Donc ça, c'est tout à fait inédit en ligne directe entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Donc c'est très intéressant pour certains de nos chargeurs. On a également une vitesse commerciale donc de 11 nœuds, on en a parlé. On peut aller à 14 nœuds au moteur au maximum. Euh, on a également 15 membres d'équipage, donc ça c'est l'équivalent à peu près d'un navire de la même taille classique. On n'a pas besoin de plus de monde sur ce type de navire. Vous avez là les capacités de transport qui sont détaillées selon différents types de façons de mesurer. Alors notre ligne pilote va relier Saint-Nazaire à Baltimore en passant par Saint-Pierre-et-Miquelon avec une escale à l'aller et au retour, et en passant au retour par Halifax. C'est une rotation très Atlantique Nord, donc très bien du point de vue vélique. Chaque navire va mettre à peu près un mois à faire sa rotation, et donc avec 2 navires, nous pourrons avoir un départ toutes les 2 semaines à partir de Saint-Nazaire. Ça veut dire aussi 4 touchées par mois à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc c'est une ligne qu'on a choisie pour ses qualités véliques, mais aussi en fonction du fret, puisque c'est comme ça qu'on a choisi nos ports, en fonction des besoins de nos clients, bien sûr. C'est important de noter que le gréement du navire, donc les mâts, etc., sont rabattables, comme vous pouvez le voir, ce qui permet de passer sous les ponts et d'accéder dans tous les ports possibles. Les antidérives, on a des ailerons aussi sous la coque qui eux aussi sont rétractables pour pouvoir entrer dans les ports secondaires, ce qui est bien l'intérêt. Si un bateau est petit, c'est aussi pour pouvoir aller là où les gros ne peuvent pas aller. Donc il fallait pouvoir gérer ça. Donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Vous avez ici quelques images de la façon dont on manutentionne des bateaux à bord. Donc ça c'est avec le groupe Beneteau qui embarquera avec nous, qui est un de nos clients chargeurs partenaires. Un autre exemple avec Manitou, donc un de nos autres chargeurs partenaires. Alors ensuite, on peut parler un petit peu des économies. Alors je n'ai pas remis à jour ces graphiques depuis le Covid. Aujourd'hui, le prix du baril il est ridiculement bas. On doit être à des prix de la tonne de combustible aux alentours de 250 $ aujourd'hui. Donc ça vous donne une idée, alors qu'avant on était à 600, 650 $ juste avant la crise. Donc ça a vraiment, vraiment chuté. Euh, alors, ce graphique, il va avoir pour intérêt de vous montrer cette dépendance qu'a le transport traditionnel au fuel. Vous avez en orange le prix du transport en fonction du prix du combustible pour un roulier classique qui va à 15 nœuds, en gris le même roulier mais qui va à 11 nœuds, et en bleu le Neoliner. Donc nous sommes quasiment indépendants du prix du baril. Donc évidemment, en ce moment, c'est pas la fête pour nous au niveau de ces arguments économiques. Heureusement, on ne mise pas du tout que et même pas principalement sur ces arguments économiques, mais c'est important quand même de souligner qu'évidemment, quand le prix du pétrole est bas, c'est plus dur pour nos solutions, même si pour nos clients aujourd'hui, c'est pas trop des sujets sur lesquels ils nous questionnent. Non, c'est plutôt les aspects stratégie RSE qui intéressent nos clients. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, des grandes entreprises du territoire cherchent à réduire leurs impacts dans tous les sens. Il y a même certaines grandes entreprises qui indexent la rémunération de leurs dirigeants sur la performance, l'amélioration de la performance environnementale. C'est une initiative que personnellement je trouve particulièrement intéressante, ce type de façon de faire. Donc il y a un très très fort engouement pour réduire les impacts. Et un des gros impacts des industries, c'est évidemment leur supply chain. Et donc nous souhaitons être un outil pour réduire les impacts des supply chain des entreprises et donc mettre en transatlantique à disposition un moyen de transport qui sera le moyen de transport finalement le plus propre au monde. C'est en tout cas ce qu'on vise.
et ce qu'on a prévu dès les premiers navires, et qui cherche encore à s'améliorer pour atteindre quasiment le zéro émission dès que possible. On essaie bien sûr d'avoir une démarche qui soit un petit peu cohérente sous tous les aspects, là où nous construirons, quels matériaux nous utiliserons, la gestion aussi évidemment, des personnes qui travaillent dans l'entreprise, comment elles s'y trouvent, comment elles s'y sentent, c'est des éléments qui nous tiennent beaucoup à cœur. On a évidemment aussi des opportunités en termes d'image, puisque nous avons des valeurs, on essaie de les faire savoir, on a la chance d'être un peu mis en avant, et puis on sera normalement mis en avant à mesure de la construction du navire. Donc évidemment, pour nos clients, c'est l'opportunité aussi de montrer leur engagement, et donc on essaie de le faire également. Un petit mot, si j'ai le temps, sur le groupe Sogestran. Le groupe Sogestran, c'est un groupe français qui est le premier armateur fluvial français. Je crois que c'est le quatrième armateur fluvial européen. Il a plus de 200 pousseurs-barges automoteurs. C'est également un armateur maritime avec plusieurs filiales qui travaillent dans ce domaine, avec une vingtaine de navires, et notamment la compagnie maritime nantaise, chez qui j'ai même navigué quand j'ai démarré ma carrière pendant 7 ans, qui a 6 navires rouliers, et donc ce sont des spécialistes du domaine, des armateurs historiques. Et nous avons donc un partenariat avec eux, ce sont nos actionnaires. Ils vont à la fois investir dans la construction des navires, ils vont à la fois nous accompagner dans la mise en place de l'ensemble du projet et nous aider à gérer les navires, ainsi qu'avoir des éléments de recherche et développement qui seront communs, puisque certains des éléments qu'on développe vont intéresser leur flotte, et de la même façon, certains des éléments que eux développent vont intéresser nos navires. Donc c'est vraiment un partenariat large. Alors la construction, c'est une construction qui s'organise autour du cluster Neopolia, avec des études de fabrication qui sont réalisées par Mauric, ceux qui ont fait l'avant-projet, basé sur un projet Neoline au départ, mais c'est eux qui ont retravaillé le projet. La coque sera sous-traitée parce qu'on ne sait plus faire des coques de cette taille-là en France. Il n'y a plus, c'est pas une histoire d'infrastructure, c'est une histoire de sociétés qui font ça, il n'y en a plus. Les seuls qui font des navires de plus de 100-110 mètres sont les chantiers d'Atlantique, et ils sont spécialisés dans les navires de croisière, et jusqu'à récemment, leur carnet de commandes était plein pour les 10 prochaines années. On verra s'il y a des reconfigurations à ce niveau-là, mais je pense quand même que pour l'instant, il n'y a pas de place pour nous. Par contre, il est prévu de finaliser l'armement, l'assemblage à Saint-Nazaire, d'installer beaucoup d'équipements à Saint-Nazaire, et notamment le gréement. Pour ce qui est du gréement, nous avons deux possibilités, deux options. C'est une offre française et puis une offre hollandaise. C'est un plan qui est également pré-approuvé par la société de classification. J'ai terminé juste au moment où Aurélie me fait signe. Donc on va pouvoir passer à la session de questions-réponses. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Merci beaucoup, Jean. Une première question est arrivée lorsque tu intervenais. Pourquoi des voiles souples? Alors, des voiles souples, parce que ce sont des systèmes qui sont matures aujourd'hui, qu'on peut acheter avec des fabricants. On peut mettre en concurrence plusieurs fabricants. Donc c'est cet aspect de maturité qui nous a fait choisir la voile souple, cet aspect recul aussi qu'on peut avoir sur ces éléments-là. En termes de techno pure, les voiles souples sont moins puissantes que les autres technologies par mètre carré. Par exemple, par rapport aux ailes, en fait, ça dépend de l'allure du vent, mais au près, par exemple, les ailes sont 2 fois plus puissantes par mètre carré que les voiles. À des allures portantes, c'est plutôt kiff-kiff, ou c'est en tout cas plus proche. Mais du coup, par contre, les voiles, c'est moins cher, donc on peut en mettre beaucoup plus de mètres carrés. Donc on a fait ce choix-là pour toutes ces raisons-là. Et au niveau de l'entretien, est-ce qu'il y a plus d'entretien sur ces types de voiles? Alors l'entretien, c'est une grande question. Et sur les voiles, on a aujourd'hui encore des questions, notamment parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de navire opéré comme nous allons opérer le navire, avec des voiles aussi grandes. Il existe des voiles aussi grandes, et même des voiles beaucoup plus grandes, parce que notre plus grande voile fera 600 mètres carrés. Il existe des voiles qui dépassent les 1000 mètres carrés. Par contre, on ne les utilise pas de la même façon que nous allons les utiliser. Donc aujourd'hui, c'est un peu une question. Alors on a quand même pas mal d'éléments de réponse par les fabricants, mais aujourd'hui, ils s'engagent assez peu, mais on table sur des durées de vie de l'ordre de 4 à 5 ans.
Alors bien sûr, tout ce qui est système plus nouveau, là les durées de vie sont beaucoup plus prospectives, évidemment, il y a moins de recul. D'accord. Une autre question, donc est-ce que la crise que nous vivons actuellement a un quelconque impact sur le délai de construction des navires? Alors oui, la crise va avoir des impacts forts sur Neoline. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'effectivement la plupart de nos clients ne sont pas là parce qu'ils espèrent une économie fondamentale de leur transport. Ils sont là pour la valeur ajoutée à la fois logistique, puisqu'on crée une nouvelle ligne qui n'existe pas aujourd'hui entre Saint-Nazaire et la côte Est, et aussi, bien sûr, la valeur ajoutée environnementale. Donc, le prix du baril, les fluctuations du prix du baril ne les émeuvent pas beaucoup sur ce point-là. Par contre, effectivement, il va y avoir des impacts. Si les chantiers peuvent plus travailler, eh bien, nous aurons des problèmes en termes de délai. Et puis, l'impact le plus problématique, peut-être, c'est les risques de crise financière profonde. Nous, c'est un peu le point sur lequel on se pose des questions. C'est est-ce que les banques seront encore capables, aujourd'hui elles nous disent que oui, mais est-ce qu'elles seront encore capables, dans un mois, 2 mois, de s'engager sur des projets de ce type-là? Est-ce qu'elles en auront encore la capacité? Voilà, c'est un peu les questions sur lesquelles aujourd'hui on s'inquiète. D'accord, merci beaucoup. Une autre question, donc peut-on imaginer un projet équivalent pour le transport de passagers, par exemple pour les ferries ou les navires de croisière, puisque il peut y avoir de fortes demandes de croisiéristes qui veulent des croisières éthiques ou alternatives. Alors, je pense qu'il y a vraiment un intérêt à utiliser la voile dans ces domaines-là. D'ailleurs, c'est l'endroit où elle a été utilisée à la fin du XXe siècle avec Club Med 2 et Ponant et les windsurf, Windstar, qui ont été construits aux ACH, et Ponant lui a été construit à Villeneuve-la-Garenne, je crois. Et donc oui, parce qu'il y a un aspect waouh, il y a un aspect attractif, et globalement, il y a quand même une économie amenée par les voiles. Maintenant, il faut avoir à l'idée que plus la rotation est courte, et moins on peut router, moins on peut choisir son vent. Et donc, on va avoir plus de difficultés sur des rotations courtes que sur des rotations plus longues à économiser du fuel. Et donc, il y a aussi une problématique d'horaire parce que finalement, euh, si on fait un navire de croisière qui, pendant sa saison, sur 3 mois, a 70 escales parce que il fait entre différentes îles, etc., eh bien, il y a 70 raisons d'éviter d'être en retard et donc de devoir démarrer le moteur pour être au port pile à l'heure au départ du quart d'excursion, etc. Quand on est un cargo qui, dans le même temps, aura fait 15 escales, on se rend bien compte qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de latitude pour jouer. Donc, c'est vrai que dans le domaine du passager de la croisière, la propulsion éolienne a clairement un rôle à jouer, mais la propulsion éolienne principale dans le domaine du passager de la croisière, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Merci. Donc on a à nouveau aujourd'hui beaucoup de questions, Jean. Donc tu recevras probablement des demandes à la suite de ce webinaire. Donc je vais poursuivre. Les relèves d'équipage aujourd'hui sont très émettrices de CO2 à cause des transports aériens et ça va être problématique à l'avenir. Est-ce que il y a quelque chose de prévu ou une concentration sur Saint-Nazaire? Voilà, comment vous envisagez cette partie-là de la problématique qu'on va rencontrer dans les mois à venir? C'est une excellente question, très précise. Alors, effectivement, on y pense. Donc déjà, on va avoir un état-major français, ce qui limite la plupart du temps les relèves du coup au territoire national, sauf si on a des officiers français ou françaises qui viennent des dom-toms. Euh, pour ce qui est du personnel d'exécution, effectivement, nous ne le recruterons pas en France. Aujourd'hui, il est assez rare, il est voire même très très rare que des marins français, de personnel d'exécution français soient présents sur les navires au long cours de fret. Mais on a prévu de limiter à l'Union européenne le recrutement et n'utiliserons normalement pas de personnel asiatique, justement pour cette raison-là principalement en fait. C'est pour
éviter d'avoir des trop longues distances voilà, de relève, de transit aérien et réduire les impacts, parce que ça nous paraît, à nous aussi, pas très logique de faire ce type de vol. Bien sûr, on privilégiera les relèves à Saint-Nazaire et on ne fera pas, très rarement, des relèves, sauf cas d'urgence, en Amérique du Nord. Après, pour ce qui est du mode de transport, on peut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas utiliser d'autres modes de transport que l'avion? Et ça, c'est une discussion assez large. Mais c'est vrai qu'un marin de commerce, un homme ou une femme marin de commerce qui a passé 2, 3 mois à bord, a du mal à imaginer passer 3 jours de trajet plutôt que 10 heures pour rentrer dans ses pénates. Oui. On a reçu une autre question qui n'était pas forcément liée, mais qui finalement peut l'être, par rapport aux navires autonomes. Quelqu'un qui voulait avoir ton avis sur les navires autonomes. Voilà, est-ce que dans le contexte actuel, le navire autonome, c'est quelque chose qui a de l'avenir, on va dire? Alors là, je m'exprimais plutôt à titre personnel, mais pour Neoline, évidemment, nous ne sommes pas du tout dans cette logique de navire autonome. Pour nous, on ne comprend pas bien quelle est finalement la valeur ajoutée de l'idée de supprimer tout poste humain à bord. C'est quelque chose qui ne nous plaît pas. Nous sommes des marins de commerce au départ, donc évidemment, on est plutôt de base assez contre cette idée et pas du tout séduit. Maintenant, donc on est partial, donc je serai partial dans mes réponses. Je préviens tout de suite. Maintenant, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas d'utilisation des outils numériques. Au contraire, nous on pense que le meilleur résultat est achevé quand on a des humains qui savent utiliser des outils numériques, qui savent les positionner, quand chacun sait où est sa position, sa place à bord. Et on pense que les marins de commerce peuvent aussi correctement paramétrer les outils numériques. Et finalement, c'est leur clé à molette. Et donc nous, c'est dans cette optique-là qu'on se place, c'est-à-dire le centre d'expertise sera chez nos marins, et ils auront des outils à leur disposition numériques et qui seront maîtrisés, paramétrés de façon assez poussée pour justement pouvoir en tirer le meilleur. Voilà notre positionnement. Maintenant, savoir si demain des navires autonomes existeront, je pense que sur... Alors là, à titre personnel, je pense que sur les transports, le transport maritime est sans doute le long cours, est sans doute le dernier qui pourra être totalement automatisé, puisque c'est le domaine par excellence où on peut le moins maîtriser l'ensemble des paramètres et des impacts. Et donc je pense que, sachant qu'on a encore du boulot à faire sur les voitures, sur les trains et sur les avions, les bateaux, c'est pas tout de suite. Merci beaucoup. Donc, on est arrivé au bout du temps imparti, mais peut-être une dernière courte question. En l'état actuel des choses, on a bien conscience que la situation évolue au jour le jour. Quand est prévue la première mise à flot? Vous avez remarqué qu'effectivement, sur ma présentation, il n'y avait pas de calendrier. Et ben, c'est fait exprès parce que je crois que ça, bien sûr, on a des calendriers, bien sûr, on a des plannings, bien sûr, on a des objectifs. Notre objectif, c'est de mettre en construction le navire dans les prochains mois et absolument avant la fin de l'année, ce qui signifiera une mise à flot fin 2022. Voilà. Maintenant, voilà, je ne peux pas être plus précis que ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, merci Jean pour la présentation et pour avoir répondu aux questions de nos participants aujourd'hui. On est navré pour toutes les questions en suspens qui n'ont pas pu être posées, mais n'hésitez pas à contacter l'entreprise et Jean directement si vous souhaitez poursuivre les échanges.